Salut Sophie! Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, tremblez pauvres mortels, on revoit ensemble la nouvelle liste des oiseaux du monde. C'est tout un programme que tu nous fais là. Et c'est toi qui vas dérouler d'ailleurs une très très grande partie du programme, Sophie. J'espère que tu vas bien. Ouais, du coup. Et oui, épisode un petit peu Oui. particulier parce qu'on va faire donc un épisode spécial classification. On va revenir sur la Clemens Checklist. On en avait parlé la semaine dernière dans les quelques news de la rétro. Là, on va faire un épisode un petit peu plus consistant. Et puis, tu voulais parler de classification, donc ça va être l'occasion de faire quelque chose de comment dire, de complet. Voilà, un petit peu complet, pour parler vite fait un peu des concepts, de ce que c'est, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'en discuter, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais on rentre pas souvent dans les détails, alors voilà. Et oui, effectivement, donc retour sur cette liste, mais avant tout ça, on va revenir sur nos quelques petites news de la semaine, avec une petite observation, moi, par laquelle je vais commencer, puisque j'ai eu l'occasion de me rendre au Jardin des Plantes de Paris, puisque j'étais à Paris toute cette semaine, à la Paris Games Week. C'est d'ailleurs pour ça, Sophie, d'ailleurs, que l'épisode est, on va dire, un petit peu plus orienté sur un sujet que tu connais plutôt bien, parce que je n'ai pas forcément eu le temps de préparer grand-chose, et j'ai eu l'occasion de côtoyer ces fameuses perruches de la ville de Paris, terribles perruches, et d'observer un petit truc assez sympathique, notamment sur les nids qui sont en céramique, des nids de mésanges, où les perruches s'amusaient avec leur bec à essayer de creuser à travers la céramique pour justement agrandir le trou. Et il y en a une qui m'a surpris, oui, puisque je la regardais, à essayer d'ouvrir en fait le haut du nid avec son bec. Alors je ne sais pas si elle a réussi, je ne sais pas si c'est une information que les perruches se sont transmises du Jardin des Plantes, mais force est de constater que c'était une observation assez intéressante. Voilà, petite observation que j'ai vue de mon côté. Je ne sais pas si c'est relaté dans la littérature, mais voilà, c'est une observation assez marrante que j'ai faite. Bah oui, c'est top. Et une perruche très active d'ailleurs, dans Elles le vont Jardin bien. des Plantes de Paris. Elles vont bien, elles ont l'air, elles ont l'air de s'y plaire, elles ont l'air de s'y faire, ce Jardin des Plantes. Et puis, je sais pas trop, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait... C'est qu'une impression, hein, bien sûr, je n'y suis passé qu'une heure, qu'il y a un espèce de clash entre les corneilles et les perruches, dans le sens où chacune a, on va dire, un peu son territoire défini, voilà. Ou peut-être ses horaires définis, mais voilà, je ne fais qu'émettre des hypothèses, voilà. Certains qui sont au Jardin des Plantes de Paris bien plus souvent que moi pourront peut-être corroborer ou au contraire invalider ce que je dis. D'accord, oui, c'est intéressant, effectivement. Je les connais pas bien, celles du Jardin de Paris, j'avoue. Malheureusement. On en a dans la région par ici aussi, mais évidemment, c'est pas la même population. Donc, se comportent peut-être pas de la même manière. Elles se comportent effectivement sans doute pas de la même manière. C'est les perruches à collier, hein, bien sûr. Oui, magnifiques d'ailleurs, hein, quand on les voit de très près. Il y a des reflets jaunes qui ressortent. C'est un très 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 bel oiseau, on va pas se mentir. Ah, c'est mignon, hein, c'est sûr. Ah, c'est un magnifique oiseau. Bon, un peu invasif, mais mignon. Tout est relatif. Oui, effectivement. À toi, Sophie, du coup, pour la quelques petites news. Eh ben, moi, de mon côté, une petite étude, alors on va pas parler très longtemps, mais en gros, c'est fait sur des tisserins qui habitent dans le Kalahari, et c'est des tisserins qui vont vivre en communauté, en groupe, familiaux principalement, qui construisent des nids, donc un peu proches les uns des autres dans le même arbre. Okay. Et chez ces tisserins, il y a une étude qui est sortie donc très récemment, à la fin octobre, qui tendrait à prouver que lorsqu'il y a des jeunes au nid, et ben les jeunes femelles ont tendance à rester plus longtemps avec leurs parents pour aider pour les nids suivants, pour les petits qu'ils vont avoir ensuite,
que les mâles qui, eux, ont tendance à se barrer plus rapidement pour aller essayer de trouver un nouveau territoire, des femelles, enfin bref, des choses un peu plus rapidement que leur sœur, qui, elle, reste au nid plus longtemps avec les parents. Incroyable. Et peut-être pour apprendre des choses aussi du côté des mâles, notamment les chants. Surtout du côté des femelles plutôt que du côté des mâles, du coup, vu que les mâles restent moins longtemps, donc la période d'apprentissage des mâles est moins longue en fait, alors que la période d'apprentissage des femelles va être un peu plus longue et elles vont pouvoir bénéficier du coup de soins parentaux plus longtemps que les mâles, ce qui est intéressant aussi. Intéressant. Et ouais. Comme quoi. Voilà. Bon, on va rester en Afrique pour cette nouvelle news. On va parler de la sterne d'Afrique. Avec une étude qui avait été réalisée sur des sternes venus de Guinée-Bissau. On est dans le delta de Saloum, peut-être que tu connais de ton côté. Et on a essayé de voir un petit peu quel chemin faisaient ces sternes, savoir si elles parcouraient de grandes distances ou pas. Et il s'est avéré bien que les oiseaux sont capables de parcourir entre 250 km, on va dire au maximum, c'est-à-dire que l'amplitude du déplacement est de 250 km. Ouais. Et certains individus étaient capables de parcourir jusqu'à 5000 km entre le mois de juillet et le mois de mars, puisque l'étude donc démarre sa période au mois d'avril d'une année pour finir en mai de l'autre année. Donc du coup on a toute une observation de mai d'une année pour finir en avril de l'autre année, et donc du coup on a un relevé sur une seule année et on découvre effectivement qu'il y a des migrations plus ou moins grandes chez une sterne, chez les sternes qui vivent au même endroit. Donc voilà, c'est phénomène assez marrant qui a pu être observé. Il y a un individu aussi qui au départ se promène, fait on va dire 250 km, assez proche finalement de son lieu de résidence. C'est pas trop et loin, puis à ça. partir du mois de décembre, il se décide à partir en vacances Oh. et il fait 2750 km en plus entre décembre et février pour revenir ensuite à ses déplacements classiques, on va dire. Donc voilà, c'était le petit week-end déplacement sympa. évidemment motivé par la période de reproduction. Je pense que vous l'avez bien sûr compris. Évidemment. Ouais, petit week-end sympa là, pour la sterne. Ah bah sympa. Gros week-end même, hein. Gros week-end. Ah bah, mais voilà, mais celle qui a été le plus loin, c'était 5000 km et on l'a retrouvée donc en Angola. Voilà, pour vous donner une petite idée, de là où elle était. Effectivement, il y a du chemin. Sympa. Peut-être une dernière news ? Écoute, moi de mon côté, j'étais très contente parce que c'est une observation aussi de mon côté. On est parti en rando pour aller voir des piou-piou évidemment. Et une observation très sympa d'un aigle pêcheur africain, donc l'aigle vocifère si vous connaissez un peu. Et notamment comme c'est la période des nids en ce moment et plutôt de l'émancipation des jeunes parce qu'ils commencent déjà à quitter le nid, et j'ai pu observer un jeune aigle de 7 années avec ses parents en train de volter un petit peu à droite à gauche. Ils connaissaient pas encore très bien visiblement le vol et comment gérer les courants ascendants et autres, parce qu'il y avait des sacrées bourrasques ce jour-là, et il s'est fait un petit peu balader, le pauvre petit. Mais chez les aigles d'ailleurs, si vous voulez reconnaître les jeunes par rapport aux plus anciens, notamment chez les aigles pêcheurs, ils ont généralement les adultes ont la tête blanche chez beaucoup d'espèces, et vous verrez que les jeunes, ils n'ont pas la tête blanche, donc c'est assez facile à reconnaître de ce point de vue. Magnifique, le pigargue vocifère, très très bel oiseau. Exactement. Sublime. Voilà. On termine cette rétro ici pour démarrer donc la fameuse Clemens Checklist 2024. Qui a donc été mise à jour en ce mois d'octobre, plus précisément, donc nous au moment où on enregistre, c'était la semaine dernière, c'était le 21 octobre 2024, grand retour donc de cette liste, 21 ou 22 octobre en fonction de votre positionnement géographique, et donc c'est la 7e version de la checklist qui a été réalisée, et concrètement qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, c'est une liste où on répertorie toutes les espèces d'oiseaux
espèces et sous-espèces d'ailleurs, puisque sur le document que vous aurez peut-être l'occasion de télécharger, qui est totalement gratuit, hein, vous allez sur le site du Cornell Lab et il vous suffit d'aller aux bonnes adresses pour pouvoir le télécharger, eh bien vous verrez qu'il y a la liste des espèces et la liste des sous-espèces. La liste des espèces, bien sûr, avec le nombre d'individus à chaque fois parmi celles qui sont présentées. Et puis il y a une petite, il y a toujours la possibilité de trouver quelques petits résumés afin de trouver une petite liste, on va dire, plus lisible que les quelques 33 000 colonnes qui vous sont proposées dans le PDF. Ah, c'est complet, hein. On va pas dire, mais c'est complet. C'est plus que complet. Alors, on parle de la Clemens checklist. Pourquoi ? Parce que on la doit à un ornithologue américain qui s'appelle James Franklin Clemens, et en 1975, il soutient sa thèse à l'université ouest californienne. Et sa thèse consiste tout simplement, en une checklist, la checklist des oiseaux du monde. Et à partir de ce moment-là, cette liste va devenir, on va dire, une référence dans le domaine, et le monsieur, malheureusement, décédera en 2005. On est, comme je l'ai dit, à la 7e version de la checklist, et elle est aujourd'hui reconnue nationalement aux États-Unis, bien sûr, mais internationalement, parce qu'on l'utilise nous aussi, comme la liste de référence où, justement, on répertorie tous les oiseaux du monde. Et d'ailleurs, si vous voulez vous procurer cette checklist, parce que vous pouvez le faire, comme je l'ai dit, en version numérique, mais vous pouvez aussi le faire en version papier, et c'est en version papier pas moins de 827 pages qui vous attendent, avec des noms dans tous les sens. Et ça peut vous rassurer, on a des checklists pour des pays, donc vous pouvez par exemple avoir la checklist de votre pays, comme la France ou encore comme d'autres régions du monde. Ça se fait très bien. Ah, ça coûte pas très cher, mais ce sont juste des listings en fait des espèces que vous allez pouvoir croiser dans vos pérégrinations. Voilà un petit peu quelques petites informations sur Monsieur Clemens, né en 1927. Donc mine de rien, ornithologue, on va dire assez tardif, hein, puisque comme je l'ai dit, sa thèse il la mènera en 1975 et décédé en juin 2005, à qui il a laissé donc la postérité de cette longue liste. Sophie, tu as pu consulter cette liste, on en a parlé ensemble très rapidement. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de très important comme changement dans cette liste ? Il y a beaucoup de changements, mais quels sont les principaux ? Alors, le problème de ce genre de liste, et on en avait parlé dans un autre épisode, si tu te souviens bien. Totalement. C'était que on avait soudainement des changements en nombre d'espèces d'une année sur l'autre, et pas des petits changements, hein. Là on parle de plusieurs centaines d'espèces quand même des fois. Et le problème dans ce cas-là, c'est que on se demande d'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'on a découvert autant d'espèces d'oiseaux en une année ? Est-ce que vraiment c'est normal ? c'est quoi le problème, quoi ? Et donc c'est pas exactement un problème si on considère ça de manière du point de vue de la phylogénie. En fait, la raison pour laquelle on va changer et soudainement avoir plein d'espèces comme ça qui vont apparaître, voire qui vont disparaître dans certains cas aussi, hein, parce qu'on a des taxons qui soudainement ne sont plus là. C'est curieux aussi. Et la raison, tout simplement, c'est parce que la cladistique évolue, et donc la science qui nous permet de classer les organismes, des fois évolue un petit peu, et selon les publications et selon les chercheurs qui vont publier certaines choses, ils vont décider de regrouper certaines espèces ensemble, ou bien au contraire séparer une espèce en plusieurs espèces qui vont cette fois-ci être séparés soit de manière géographique, soit de manière génétique, soit parce que soudainement il y a eu un changement, un cyclone, quelque chose qui a dérangé un petit peu l'écosystème autour d'eux et qui a fait que maintenant on a deux populations qui sont très distinctes et qui vont être considérées comme deux espèces différentes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir pas mal dans cette nouvelle checklist de 2024, notamment avec un exemple que toi tu connais bien, qui s'appelle le goéland argenté. J'ai lu ça, j'ai fait c'est pas possible. Ah.
Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre goéland argenté? C'est l'un des oiseaux, le goéland argenté, qui a l'aire de répartition la plus grande au monde. Enfin, c'est pas l'oiseau avec l'aire de répartition la plus grande au monde, mais c'est un des oiseaux avec une aire de répartition très très étendue, tout simplement parce qu'il part du continent européen, donc vous le connaissez sur les côtes françaises notamment. Il va se balader sur toute l'Asie et il va arriver jusqu'en Amérique. Et c'est là, quand même, c'est une aire de répartition qui est assez incroyable, parce que en fait, on va le retrouver donc jusque sur les côtes américaines. Sauf que le problème, c'est que tout au long de cette aire de répartition, évidemment, on va avoir des populations de ce goéland argenté qui vont parfois être un petit peu différentes les unes des autres, un peu comme des sous-espèces, si vous voulez, des petites populations à droite et à gauche qui vont pas toujours être similaires et notamment qui vont différer de plus en plus au fur et à mesure que ça s'éloigne des côtes européennes. Donc c'est-à-dire que la population en Europe va être peut-être pas comme le goéland argenté que vous connaissez, mais peut-être que la population qui va être en Europe de l'Est, elle va être légèrement différente. Et puis la population qui va se trouver en Russie va être encore plus différente, etc., etc., au fur et à mesure que vous progressez le long de cette aire de répartition. C'est ce qu'on va appeler un cline de variation. Et ce qui va se passer avec le goéland argenté, c'est qu'une fois arrivé à chaque bout de ce cline de variation, on va se rendre compte qu'en fait l'espèce goéland argenté n'a plus du tout la même tête. Et c'est un peu ce qu'ils ont trouvé, c'est pour ça que dans cette liste, dans la Clemens Checklist de 2024, soudainement cette espèce se retrouve séparée, alors je sais plus en combien. 4. 4 il me semble, oui c'est ça. Et donc ils ont décidé de séparer ça en 4 espèces, parce qu'il y avait tellement de différences et une aire de répartition tellement énorme, et que justement ils trouvaient que c'était plus le même oiseau d'un côté et de l'autre, et donc il fallait obligatoirement séparer ça en plusieurs morceaux. Voilà, donc ce genre de cas peut arriver et peut complètement changer une checklist d'une année sur l'autre. Avec plusieurs espèces. Alors ça, c'est un cas à part, mais évidemment, il y en a d'autres. Alors, faut que je retrouve ma liste quelque part. Moi, je vais pouvoir répondre parce que on dit plusieurs checklists et oui, effectivement, on en avait parlé ensemble de la volonté de réunir une seule checklist, de faire une seule checklist pour les oiseaux. Pourquoi ? Parce que les listes qu'on a ne comptent pas le même nombre d'espèces et ne comptent pas aussi le même nombre de divisions d'espèces ou de sous-espèces. Globalement, on a 3 listes qui sont utilisées. Donc la Clemens Checklist, on en a parlé. BirdLife International utilise lui de son côté une autre checklist, et puis on a la World Bird List qui est utilisée par IOC, c'est International Ornithologist Community, je crois, qui elle contient un autre nombre de listes, un autre nombre de nombre d'espèces. Donc pour vous donner une petite idée, on était à 11 017 espèces pour la Clemens avant révision, à 11 524 espèces avant révision de la BirdLife International Checklist, et à 11 276 espèces pour la IOC World Bird List. Et il y a un des oiseaux qui, on va dire, est marqueur de cette différence, c'est les fraies des clochers, que vous connaissez tous évidemment, oui. Puisque dans la Clemens, cette espèce est maintenant divisée en 3. Alors je sais plus si c'est l'espèce qui est divisée en 3, faut que je re-regarde, c'est un split en tout cas, qui est réalisé. Donc on a les fraies des clochers occidentales, qu'on va retrouver donc on va dire de manière classique, l'espèce de fraie que l'on connaît nous de notre côté. On a une effraie qu'on va trouver en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, et on va avoir une effraie qu'on va avoir américaine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on sait faire la différence entre ces différentes espèces, puisque d'autres checklists et d'autres taxonomies font cette différence. Alors, position géographique, ne serait-ce que ça, hein. Et pourtant, visiblement, la Clemens Checklist, elle ne fait que cette différence qu'à partir de cette année. Oui, après ça dépend de à quel moment ces checklists ont décidé d'inclure les révisions taxonomiques qui ont été faites. Ça se fait pas forcément tout de suite rapidement. Comme tu l'as dit, on a énormément d'espèces d'oiseaux, donc c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à manipuler au niveau de la quantité d'informations, hein, tout simplement. Donc mettre ça à jour, c'est toujours un peu difficile, et on a des ornithologues, alors amateurs ou professionnels, qui sont souvent attachés à ces checklists et qui n'ont pas forcément envie qu'elles changent non plus. On a vu aussi les problèmes de la révision des noms.
On en avait parlé dans un précédent épisode, notamment avec Laurie Talon, que par exemple ce genre de choses, où les ornithologues les plus anciens sont généralement assez contre le changement, et c'est normal quand t'as passé toute ta vie à dire mes anges à longue queue et qu'après on amène l'orite, on dit bah non, moi en fait je vais garder ce que je connais et c'est plus simple et de toute façon si c'est l'habitude ça revient. Donc c'est pareil pour les listes, quand on a l'habitude d'une liste, bah on n'a pas trop envie d'en changer, et puis on voit pas pourquoi on changerait de toute façon vu qu'on a toujours fait comme ça. Donc voilà. Il y a des gens aussi qui sont pas trop pour changer ce genre de choses. Il y a un cas d'oiseau qui est intéressant aussi dans cette nouvelle liste, ce qu'ils appellent les méga splits. Ah oui, bah justement, j'allais y venir. Ah bah vas-y si tu veux, vas-y. Grosso modo, on a une espèce qui s'appelle l'échenilleur cigale, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'hésite toujours entre dire cigale et chenille, je sais jamais, je crois que les deux existent. Cigale, c'est cigale. Et grosso modo, je crois que ces deux espèces, c'est ça ? Qui au départ étaient deux espèces, qui ont été splittées en 13 ou 29, je sais plus. 13 espèces. Ok. 13. Donc c'est peut-être l'autre espèce, parce qu'il y a une autre espèce. Island Thrush. Alors je sais plus oui, en français ce que ça donne. Attends, que je cherche vite fait. Le merle des îles, voilà. Le merle des îles, c'est ça. Je l'avais pas noté sur ma fiche. Désolé. Mais oui, du coup, si tu veux reparler des méga splits, n'hésite pas. Oui, bah tout simplement, c'est ce qu'on a dit un peu précédemment, mais au lieu du goéland argenté qui est séparé en 4 espèces, bon, vous allez me dire 4 espèces, c'est déjà pas mal, hein, on est d'accord. Mais là, pour le coup, on n'est plus sur 4 espèces, on est sur une espèce qui en devient 13. Ça commence à faire beaucoup. Et en l'occurrence, là, la raison pour laquelle ils l'ont changé, je crois que c'était des soucis, alors dans des différences de plumage, des différences dans le chant aussi, et quelques autres caractéristiques qui ont été faites, notamment des répartitions géographiques, qui ont fait qu'ils ont décidé de séparer ces populations des chenilleurs cigales, exactement. D'ailleurs, c'est un oiseau intéressant, si ça vous intéresse d'aller voir. Les immatures sont très différents des adultes, donc c'est marrant aussi au niveau du plumage et de la coloration. Pour les adultes, on est plus sur une couleur grisâtre avec un peu de noir, et les femelles, par contre, c'est dans les bruns. Donc les immatures, on voit bien en fait la différence quand ils commencent à prendre la couleur des mâles. C'est assez marrant. Et c'est un animal qui va habiter en Australie et sur les côtes de Nouvelle-Zélande. Mais voilà. C'est 13 espèces, je trouve. Enfin, moi, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Mais c'est ce qu'on appelle un méga split. Je sais pas s'il y a vraiment un équivalent français du terme méga split, mais en gros, ça veut dire une grosse séparation. Une grosse séparation. Méga séparation. Je sais pas du tout s'il y a. Je sais pas du tout s'il y a, comment dire, un mot précis scientifique pour désigner ça. Non, je sais pas. Mais pour le merle des îles, c'est aussi une histoire c'est plus ou moins la répartition, c'est la même, c'est les îles autour de l'Australie, c'est ces petits groupements d'îles où on a parfois une espèce par île, voire deux, en fonction des cas. Et donc c'est un peu comme l'histoire des pinsons de Darwin aussi, ça va être quelque chose qu'on va séparer géographiquement en fait. Et des populations qui sont séparées géographiquement comme ça, c'est des populations qui souvent vont se séparer, qui vont faire une sorte de spéciation due à leur aire de répartition qui va être différente. Donc comme les individus ne vont plus se mixer entre eux, il va plus y avoir d'échanges génétiques entre les populations, et du coup on va avoir spéciation dans ces populations-là, ce qu'on appelle la spéciation allopatrique en l'occurrence. Donc c'est un phénomène assez courant en fait, mais c'est juste que là, pour le coup, ils ont décidé de le prendre en compte et de se dire, bah voilà, on a décidé que maintenant, tout ça, c'était considéré comme des espèces différentes. À savoir évidemment que la définition d'espèce peut différer en fonction de la manière dont vous voyez le monde. Si vous êtes un paléontologue, la définition d'espèce va être différente de si vous êtes généticien.
Typiquement, vous allez avoir une définition qui va pas forcément inclure la même chose. Pour le paléontologue, ça va être plus une définition basée sur des caractères morphologiques, parce que y a pas grand-chose d'autre, dans le coup. Et si vous êtes généticien, ça va être une définition basée sur la génétique, les gènes, les allèles, etc. Voilà. Et si vous êtes peut-être d'une autre discipline, vous allez peut-être avoir une définition basée plus sur la répartition géographique, par exemple, parce qu'effectivement, des espèces qui sont séparées par une barrière géographique, ça reste séparé, donc c'est difficile d'avoir un flux de gènes entre les deux populations, donc ça peut être une espèce différente, effectivement. Ou alors, si vous êtes juste allé dans un cours de biologie de primaire ou de collège, on va vous dire qu'une espèce, je sais même pas si au primaire ça marche encore, mais on va vous dire qu'une espèce c'est un groupe d'individus qui sont capables de se reproduire ensemble et d'avoir une descendance fertile. Voilà. Absolument, c'est la définition, on va dire classique, qui est utilisée lorsqu'on présente, comment dire, le terme. Le terme en sciences pour le collège, voire même le lycée. Moi, Sophie, j'ai une question. Comment on décide justement de faire en sorte que une espèce devient un ensemble d'espèces, ou que une sous-espèce devient une espèce ou plusieurs espèces? Comment ça se décide? Pourquoi on le décide aussi tardivement? En reprenant par exemple celui de l'effraie des clochers, pourquoi à la Clemens on a décidé de faire ce split uniquement maintenant, alors que toutes les autres listes ont visiblement déjà opéré le virage il y a déjà quelques temps? Comme on l'a dit précédemment, il y a aussi des histoires de on a l'habitude de faire comme ça, on n'a pas forcément envie de changer. Et puis derrière, le problème, c'est que la notion d'espèce, c'est une petite boîte faite par l'homme. Et comme toutes les petites boîtes faites par l'homme, des fois il y a des trucs qui rentrent pas, des fois il y a des trucs qui rentrent avec un bon coup de chausse-pied, et d'autres fois ça rentre tout pile sans aucun problème. C'est l'analogie des triangles, des carrés que vous rentrez dans... Voilà. Exactement, ça rentre pas forcément. Rentrer un triangle dans un rond, c'est plus compliqué. Voilà. Et donc, comme toutes les petites boîtes créées par l'homme, des fois ça marche pas complètement. Il y a des cas où ça va fonctionner et d'autres cas où on n'est pas sûr. On sait pas trop, c'est un peu flou, on n'est pas certain encore de ce que ça fait. Dans le cas d'effraie des clochers, par exemple, on peut supposer qu'il y avait peut-être encore des échanges entre les différentes populations, qui fait que s'il y avait des migrants qui vont d'une population à l'autre, on continue d'avoir un échange génétique entre ces populations-là. Donc c'est difficile de les considérer comme une espèce différente dans ces cas-là. À la rigueur, on peut les considérer comme des sous-espèces ou comme des populations. Mais est-ce qu'on peut vraiment séparer ça en plusieurs espèces ? C'est difficile. Alors c'est le boulot des chercheurs, c'est le boulot des gens qui font de la cladistique, de savoir si effectivement on décide, et à partir de quel moment on décide telle espèce est séparée en trois, ou telle espèce finalement c'est qu'un seul groupe, et ces deux espèces elles devraient être ensemble au lieu d'être séparées. C'est compliqué en fait. On avait vu aussi un exemple il y a pas si longtemps avec deux espèces qui sont considérées comme différentes, mais qui finalement, à l'endroit où leurs deux aires de répartition se touchent, vont s'hybrider et même avoir une descendance fertile. Absolument. Et alors dans ces cas-là, c'est compliqué, parce que là, la définition d'espèce qu'on a vue tout à l'heure avec les individus qui appartiennent à la même espèce à condition qu'ils puissent se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile, dans ces cas-là, ça voudrait dire que ces deux espèces ne devraient être qu'une seule. Sauf que, on a décidé que ces deux espèces étaient différentes parce qu'il y avait des différences dans le plumage, la coloration n'est pas exactement la même, il y a des différences dans certaines habitudes, il y a des différences dans le chant, en l'occurrence pour celle-là c'était le cas. Okay. Donc, du coup c'est un peu compliqué, c'est pour ça que c'est vraiment un boulot à part entière, de savoir si c'est une espèce, si c'est deux espèces différentes, ou si c'est beaucoup plus que ça. Et ça demande beaucoup de recherches sur l'écologie de l'animal, sur sa génétique aussi. On peut en reparler si tu veux, avec toutes les nouvelles listes qui sont sorties, les nouvelles classifications. Il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps d'ailleurs, basée sur des caractères génétiques, qui ont déterminé des nouveaux groupes chez les oiseaux au niveau des ordres, etc. Donc c'était intéressant. Accipiter par exemple. On en reparle après. Par exemple. Mais voilà,
faut bien prendre en compte que l'espèce, c'est juste une manière de classifier le vivant. C'est une petite boîte qui est totalement arbitraire, qu'on a mis là, en se disant, voilà, ça va nous permettre de classifier les choses, de se dire, voilà, on sait plus ou moins qu'il y a tel type d'oiseau à tel endroit, mais cette unité d'espèce n'a pas vraiment de vérité biologique derrière. Cette unité d'espèce, on lui donne la définition qu'on veut bien lui donner, et en fonction de la définition que tu lui donnes, tu peux avoir différents résultats derrière et différents nombres d'espèces, selon ce que tu choisis de considérer comme critère. Alors, je vais être un petit peu plus pragmatique quand même, je me mets à la place des auditeurs et des auditrices qui entendent ce terme espèce depuis très longtemps. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut réellement en retenir de ce terme d'espèce pour les gens qui sont un peu néophytes en biologie ou en sciences, parce que c'est un terme qui est extrêmement important. Et là, grosso modo, t'es en train quand même de nous dire, c'est un terme, tout le monde dit un peu ce qu'il veut, quoi. C'est un terme fourre-tout. Non, c'est pas un terme fourre-tout. C'est pas un terme fourre-tout parce que ce qui va se passer, c'est que généralement, chaque discipline, comme j'ai dit tout à l'heure, a vraiment sa définition de l'espèce, et les spécialistes de ce milieu-là s'accordent sur cette définition-là, ce qui permet quand même de mettre tout le monde d'accord sur beaucoup de sujets. Mais comme j'ai dit, ça dépend de toi, ce que tu considères comme une espèce. Donc les gens qui vont étudier le comportement des oiseaux, les éthologues par exemple, vont peut-être considérer que telle ou telle espèce seront différentes des généticiens qui, eux, vont dire « Ah ben non, mais c'est la même espèce », mais les éthologues vont dire « Oui, mais nous, on voit qu'il y a un comportement qui est différent, donc ça peut pas être la même espèce. » Peut-être qu'au niveau génétique, ça se ressemble, mais au niveau comportemental, c'est pas le même. Donc en fonction de comment tu considères la bestiole en face de toi et à partir sous quelle loupe tu vas la regarder, tu vas peut-être avoir un résultat différent. Ce qu'il faut retenir, et je pense le plus important, c'est que tout ça c'est assez arbitraire, mais la définition la plus admise par tout le monde, ça va être effectivement cette définition qu'on va apprendre à l'école, qui est des animaux qui sont capables de se reproduire et d'avoir une descendance fertile. À noter, cela dit, que évidemment être capable de se reproduire entre eux, ça implique aussi qu'il y a une répartition géographique, c'est-à-dire qu'on va avoir ces individus, cette population va être à un certain endroit. Si tu as deux populations qui sont à deux endroits du globe séparés par 3000 ça km, va être compliqué. Tu peux déjà considérer qu'ils peuvent pas se reproduire ensemble physiquement. Donc du coup, tu peux effectivement les considérer comme deux espèces différentes. Donc cette notion de pouvoir se reproduire et avoir une descendance fertile, ça inclut aussi tout ce qui est barrière géographique et autres. Est-ce qu'on parle du cas d'Accipiter écoute, qui va concerner donc du coup tous les ornithologues qui nous écoutent. Grosso modo, c'est on va dire le genre d'oiseau qui comprend les autours et les éperviers, grosso modo à peu près, oui, avec quelques autres espèces. Voilà, c'est du rapace. Eh bien, la Clemens Checklist dit au revoir à ce groupe, tout simplement. Alors pourquoi au revoir à ce groupe ? Dis pas exactement au revoir au groupe, parce qu'on a toujours, vous en faites pas, les espèces sont toujours là. Oui, c'est vrai, il y a des vrais accipiteurs, c'est vrai. Pardon. Non, mais c'est... Il y en a 4, c'est ça ? Alors il faut que je retrouve ma liste. 6. J'avais noté. Dont notamment notre cher épervier d'Europe. Voilà, oui. Que j'avais noté dans le qui gagne... Voilà. Alors attends, que je retrouve exactement... Qui gagne de la qualité. Le problème, c'est que dernièrement, on a trouvé qu'en fait, Accipiter, c'est pas un genre qui est monophylétique. Alors un genre monophylétique, c'est quoi ? Un genre monophylétique, ça veut dire que c'est un genre qui va en fait être un seul groupe, c'est-à-dire qu'il va pas être séparé en plusieurs petits morceaux à droite et à gauche sur l'arbre des oiseaux. C'est un peu comme si vous aviez donc tous les oiseaux qui appartiennent à Accipiter qui vont être dans le même paquet, tous ensemble, tous cousins les uns des autres dans un coin de la phylogénie, de l'arbre du vivant des oiseaux. Et si on vous dit que il est pas monophylétique, ça veut dire qu'il est paraphylétique, et dans ces cas-là, ça veut dire qu'en fait, au lieu d'être tous regroupés au même endroit sur l'arbre des oiseaux, et ben en gros, il y en a quelques-uns qui vont être saupoudrés d'un côté, puis il y en a d'autres qui vont se retrouver de l'autre, etc. Donc ça veut dire qu'ils seront pas tous aussi proches les uns des autres que ce qu'on croyait, en gros. Et ça, c'est embêtant. Ça veut dire que, du coup, Accipiter, donc ce genre dont on parle,
n'est pas monophylétique, et ça veut dire qu'il n'a pas vraiment de raison d'être dans la cladistique. On devrait séparer ces animaux et ne plus en parler comme d'un groupe à part entière, vu qu'effectivement ce n'est pas un groupe à part entière. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils ont décidé de le séparer en plusieurs morceaux. Alors, il y a les Lophospiza, il me semble, qu'ils ont décidé de passer d'un côté avec certains des anciens accipitaires. Alors, tout ce qui est plus en Europe va être bougé sur un groupe qui s'appelle les Astures, qui veut dire Alors, je crois que ça vient du fait qu'ils avaient une bonne taille déjà et ils battaient des ailes assez lentement comparé aux autres. Après, les noms qu'ils donnent, c'est un peu... voilà, ils choisissent, évidemment. Mais en gros, voilà, donc ça, c'est les Astures. Après, ce qui se passe en Afrique, on les a bougés vers un genre qui s'appelle Aerospiza, parce que... parce qu'ils ont plus tendance à vocaliser pas mal, notamment le matin, pendant qu'ils font leur vol du matin, où ils font un peu de display. Et d'autres plus petits qui viennent d'Afrique, d'Asie et d'Australasie, ils ont bougé vers un genre qui s'appelle Tachispiza. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, c'est T-A-C-H, donc j'ai dit Tachi, mais on peut dire Tachispiza, j'imagine. Taki peut-être Taki. Même, puisque c'est du grec. Donc possiblement. Taki, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc voilà, ça vous laisse juste 6 espèces d'accipitaires, donc celles que t'as nommées notamment. Et c'est à peu près tout. Et le reste séparé sur le reste de l'arbre du vivant. Voilà. c'est la raison pour laquelle c'est un peu séparé en morceaux. Donc vous en faites pas si ça a l'air d'être un peu dans tous les sens. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ornithologues qui s'y retrouvent là en ce moment. Non, mais c'est pour ça que c'est toi qui drive une bonne partie de cet épisode, histoire que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Ouais. Donc accipitaire. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui vivent en France, vous appelez toujours l'épervier d'Europe, épervier d'Europe, voilà. Ça ne change pas. Voilà, ça c'est le truc le plus important à retenir. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Non. Ça se passe très bien. Voilà. À ce niveau-là. Exactement. Ça se passe très très bien. Mais il y a une autre espèce qu'on connaît bien en France, même si elle est un petit peu plus rare, c'est le ciserin flammé. Qui lui va connaître non pas on va dire une disparition, mais au contraire les 3 espèces vont devenir une, c'est ça, de ce que j'ai lu sur une recherche, sur une étude génétique qui a été réalisée en 2021, faut que je relise mes notes. 2021, c'est ça? Oui, 2021 exactement. Et donc oui, effectivement, donc les 3 espèces vont devenir une sous le nom d'espèce Acanthis flammea. Donc flammea, flamme. Logique. Tout va bien jusque là. Et en fait, ils se sont rendus compte que les différences dans l'apparence de ces oiseaux, il n'y a pas énormément de différences, hein, on est quand même sur le même genre, mais les différences dans l'apparence de ces 3 espèces étaient basées sur un seul gène, qu'on appelle un supergène, dans ces cas-là, qui du coup était responsable de toutes les différences morphologiques qu'on voyait chez ces espèces. Et comme il n'y a qu'un seul gène qui est responsable de toutes ces différences morphologiques, on se dit qu'au final, c'était pas beaucoup, et que ça pouvait être considéré comme une seule espèce. Voilà. Tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les quelques changements. Il y a tout un papier que vous pourrez retrouver qui est en gros le latest update du Cornell Lab of Ornithology qui récapitule en fait tous les changements qui ont été faits dans la checklist. Et il y a quelque chose qui était assez intéressant, c'est que ils ont rajouté dans la liste, de ce que j'ai compris, une nouvelle espèce qui est éteinte. Donc on a des changements phylogénétiques qui se font pour des espèces qui existent encore, mais on a aussi des changements, alors tu vas me dire en paléontologie, évidemment on fait que ça, mais dans une discipline, on va dire, beaucoup plus actuelle que l'ornithologie, il y a aussi ces changements qui sont effectués. Oui,
Oui, t'as des changements qui sont effectués. Alors, ce qui est marrant, c'est que, il me semble que c'était Titira le Cura qui a été rajouté en espèce supplémentaire. Donc, Je t'avoue, corrige-moi si. je l'ai pas noté l'espèce pour le coup, donc je te fais C'est confiance. c'est une espèce qui était intéressante parce qu'en fait, on a trouvé un spécimen collecté au Brésil en 1800, dans les années 1830, il me semble. Et dans le début des années 2000, un des experts au Brésil, une fois de plus, a identifié l'espèce lors d'une de ses balades, je ne sais plus où exactement. Mais il a pas pris de photo, malheureusement. Oh, ok. Et alors, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, on est sur une espèce avec un statut, alors, soit d'espèce un peu mystère, soit d'espèce éteinte. De toute façon, vu qu'il y a Oh, personne qui l'a vraiment, il vraiment est vrai. revu depuis. Sauf que, dernièrement, c'était en 2022, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir une vidéo de l'oiseau en question, du titira, du coup. Une vraie vidéo ou un truc Ouais, comme nos amis avec le pic à bec ivoire? et c'est une vraie vidéo, elle est disponible Incroyable. en ligne, et ça fait à peu près un peu moins de 200 ans, on n'était pas sûr que cette espèce existe déjà de base. Et maintenant, on a la preuve que effectivement, elle existe, elle est bien là, et c'est la raison pour laquelle elle a été ajoutée à cette liste. Ça dit, elle n'a pas encore été formellement adoptée par tout le monde, et il faut qu'elle soit adoptée par toutes les entités qui s'occupent de la nomenclature de par le monde pour qu'elle ait vraiment un statut d'espèce. Pour l'instant, elle n'est pas reconnue comme espèce à part entière, mais bon, ils ont un peu mis la charrue avant les bœufs, peut-être, pour ajouter cette espèce dans la liste. Je ne sais pas, on verra. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais cette liste, du coup, on en a parlé et on vous en parle comme étant disponible depuis le mois d'octobre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la liste définitive, elle, avec tous les changements, sera disponible elle, début 2025. Donc, vous avez donc la possibilité de télécharger la checklist 2024. Mais tous les changements qui vont être faits, parce qu'il va y avoir peut-être des changements qui vont être faits, eux seront intégrés dans la liste 2025, donc qui sera publiée sur le site du Cornell Lab, on suppose, avec un petit peu de publicité. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un webinaire qui est organisé le 8 novembre. Alors, ce sera passé du coup au niveau de la diffusion, mais le 8 novembre, il y a un webinaire qui explique et qui est d'ailleurs ouvert à tous, qui explique justement pourquoi on a eu des changements qui ont été réalisés. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de, on va dire, de plutôt complet. C'est pas juste anecdotique comme changement. Il y a des vrais comment dire, il y a une vraie importance. On accorde beaucoup d'importance au changement de cette checklist qui est utilisée, comme on l'a dit, par la grande majorité des ornithologues. Même si en réalité, moi j'ai envie de te poser une question, Sophie. Tu l'utilises beaucoup cette checklist toi dans ton travail en Pas du tout. en tant que zoologiste? Ah Ok. non, pas du tout. Enfin, ça, c'est souvent des checklists qui sont utilisées par les gens qui vont se balader un peu et qui ont envie, notamment, tu sais, de faire le Big Year. Ah, le fameux Big Year, oui. Le fameux Big Year. Et qui vont se baser sur ces checklists-là pour arriver à cocher tous les oiseaux qu'ils vont réussir à voir pendant une année. Nous, on travaille pas trop comme ça. Moi, j'avoue que comme je m'intéresse pas dans mon travail professionnel à des espèces qui sont vraiment séparées en fait, ou qui ont vraiment des soucis comme ça on sait pas trop si ça va être une espèce ou trois. C'est pas trop un problème pour moi. Et puis de toute façon, celles avec lesquelles je travaille en captivité, c'est souvent des espèces qui sont déjà définies comme appartenant à telle ou telle sous-espèce, parce ce qu'on fait quand on a des espèces en captivité comme ça, c'est que on aime noter la provenance de l'animal. Donc on sait à quelle population spécifiquement l'animal appartient. Donc en fait, on travaille pas forcément sur l'espèce, on va plus travailler sur la population, pour être sûr qu'on a un certain nombre de gènes de telle ou telle population pour savoir à quelle population elle appartient génétiquement, pour éviter qu'on ait trop de consanguinité en captivité si on a besoin de faire reproduire l'animal par exemple. Donc
certes, on va travailler sur l'espèce en tant que telle, mais on va surtout travailler sur les populations en captivité au final, plutôt que sur l'espèce elle-même. Ok. Bon, après, voilà, c'est comme on a dit, hein, c'est une vision un peu différente en fonction de votre spécialité. Vous allez voir l'espèce comme quelque chose d'un peu différent et vous allez l'utiliser de manière différente aussi. En fait, il faut voir l'espèce comme un outil au final. C'est une boîte qui sert à classer des trucs dont vous allez avoir besoin après en fonction de votre discipline. Vous allez avoir besoin de l'utiliser d'une manière ou d'une autre, mais c'est juste un outil. C'est tout ce qu'il faut se dire. Alors j'ai retrouvé la famille d'oiseaux disparus, puisque du coup une famille qui a été rajoutée dans cette liste, c'est la famille des moos. Que tu connais peut-être, rien à voir évidemment avec la géologie, mais donc ce sont j'allais dire, j'ai le mot en tête qui me vient parce que je suis en train de le lire actuellement, donc forcément c'est Honey Eaters, voilà, des guêpiers, non, peut-être pas des guêpiers, bref, voilà, j'arrive pas à me souvenir. J'ai un trou. Les méliphages. Les méliphages. Voilà, méliphages. Voilà, que l'on trouve notamment en Australie. C'est pas les îles hawaïennes, ça, plutôt? Alors, si, pour du coup, le mot à Hawaï, effectivement. Puisque ce sont des espèces les mots d'Hawaï, pour être précis. Mais les méliphages, on les trouve principalement en Australie et puis en Nouvelle-Zélande aussi. Voilà, petits animaux qu'on trouve là-bas, et eux aussi en Indonésie d'ailleurs, qu'on trouve là-bas. Sophie, on termine par un petit quiz. À ton avis, combien de familles avons-nous répertoriées dans cette liste? J'ai pas tout lu. Je t'avoue que là, je ne sais pas. Attends, que j'essaie de... Tant que j'essaie de tricher un peu. Vous Ah pouvez oui, jouer vous aussi, hein, si vous voulez. Complètement tricher. Non, j'en sais rien. Dis-moi tout. Donne un chiffre au hasard. Parce que moi, ça me permet de retrouver ma prochaine question. De retrouver ta prochaine question? C'est ça. Non, j'en ai aucune idée. Vas-y, dis. je sais pas du tout. 254. 254. Ouais, 254 ça fait beaucoup, espèces. Avec des... Familles, tu veux dire familles, pardon. Ouais. Pas espèces. Oui. Espèces, ce serait plus compliqué. Ça fait pas beaucoup d'espèces. Non. C'est vrai. 254, effectivement, familles qui sont représentées donc, dans cette liste. Le nombre, les oiseaux qui sont les plus représentés, c'est les tyrans, bien sûr. À ton avis, combien d'espèces de tyrans? Pour le coup, espèces. C'est la famille la plus représentée, ouais. Il y en a pas mal des tyrans, non? Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Moi, je tablerais facilement sur plusieurs centaines, mais après, je suis pas sûr de... Plusieurs oiseaux, plusieurs centaines. Hein. Plusieurs oiseaux. On a 440 espèces. 400? Ouais. Ouais. Fou, hein. C'est pas mal, quand même. Les fourniers, qui sont des oiseaux, des oiseaux brésiliens, et puis l'autre nom que j'ai oublié, qui est les wood creepers. Je sais plus. Bref. Moi, les noms français, c'est pas moi qui vais t'aider là-dessus, malheureusement. C'est ça. C'est les grimpards. Voilà, les grimpards, pas les grimpros, les grimpards. Oui, puisque les grimpos, c'est les tree creepers. C'est ça. 318. Voilà, pour donner une petite idée. Pour les psittacidés, entre le Nouveau et l'Ancien Monde, on est à peu près à 380. Ça fait déjà pas mal. Ouais. Voire un peu plus, on est aux alentours de 400. Les rapaces, c'est 250. Ouais. Quelque chose comme ça. Et ça compte les espèces nocturnes ou pas du tout? Ça compte uniquement les aigles, les faucons et les buses, les milans. D'accord, tout ce qui est accipitridés et falconidés. Donc les accipitridés, absolument. Et tu l'as précisé, les oiseaux nocturnes, donc les strigiformes, on est à 249. Ah oui, d'accord, ça n'a pas beaucoup bougé au final. Ça n'a pas beaucoup bougé. On a perdu, je crois, 7 ou 8 espèces quand même en l'espace de quelques années du côté des strigiformes. Oui, mais on est toujours autour de 250, hein, c'est pas... Ça fait déjà quelques temps que c'est comme ça.
Donc voilà, 44 espèces d'oiseaux de paradis. Moi, quand j'ai commencé, on en avait 38. Comme quoi. Sympa. Ah, ça me dérange pas, c'est joli. Ouais, c'est magnifique. 136 espèces de corvidés. Mine de rien. Mine de rien. 161 espèces de bulbules que tu connais très très bien toi de ton côté. Bon oui, on en a plusieurs par ici. Et on va terminer par une petite mention honorable. Combien de ticodromidés? Oh, c'est mignon ça comme oiseau. Alors, combien? Déjà, il y en a plusieurs en Europe, mais alors combien en tout? Je sais pas. Peut-être dizaine, vingtaine? Je sais pas combien. Tu vas être surprise. Vas-y. Un seul. Un seul. Le ticodrome équilette. Il y en a qu'un seul? Ouais. Ah, je pensais qu'il y en avait plus que ça, tu vois. Non. Parce que je connais celui qui est... Il est super avec ses ailes rouges et tout. Mais oui, magnifique. On peut le voir d'ailleurs en France. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, tu vois. Donc voilà, un petit peu quelques chiffres, voilà, que vous pourrez retrouver dans cette liste. Voilà, Sophie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ce long épisode spécial classification? Je pense qu'on a déjà bien vu pas mal de trucs sur la classification. Oh, à la rigueur, il y a une nouvelle classification qui est sortie. Alors... Oh non. Oh, ça fait déjà un petit moment. Enfin, ça fait un petit moment. Ça date de cette année. Ils ont fait une grosse étude génétique, évidemment, hein, comme d'habitude. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Sur beaucoup donc de l'ossi d'allèles et de gènes, sur à peu près entre 300 et 400 espèces d'oiseaux. Et ils ont réussi à trouver une nouvelle organisation entre les familles d'oiseaux, entre les ordres notamment, et il y a quelques relations intéressantes. Donc si vous voulez aller voir la publication, ça a été publié dans Nature en avril de cette année. Et ma foi, c'est pas si mal, c'est quand même une grosse publication, mine de rien. Ça s'appelle Complexity of Avian Evolution Revealed by Family Level Genomes. Donc on vous mettra évidemment le lien dans la description. Exactement. Et voilà. Et moi je vais vous recommander un livre qui est sur l'ordre des passeriformes, puisque c'est, on va dire, l'ordre le plus important du monde des oiseaux, qui s'appelle The Largest Avian Radiation. Peut-être que tu l'as lu, Sophie. Qui a pour sous-titre The Evolution of Poaching Birds or the Other Passeriforms. Et c'est un livre que vous retrouvez aux éditions Lynx. Alors il coûte cher, il est en anglais, mais de ce que j'en ai entendu, de ce que j'en ai vu, tous les ornithologues et tous les spécialistes justement en phylogénie s'accordent à dire pour dire justement que cet ouvrage est un incontournable. Donc si jamais vous voulez en apprendre plus sur le sujet, eh bien je vous invite à vous procurer cet ouvrage qui est beaucoup plus didactique qu'il n'y paraît en réalité. Sympa. Même si il est particulièrement épais et peut faire peur dans un premier temps. Ouais, c'est un livre qui est 445 pages et 2,6 kilos. Donc bon, c'est un livre qui peut effectivement faire peur, mais voilà, ça vous permettra d'en savoir plus. Donc, alors c'est uniquement sur les passeriformes. Vous n'aurez pas forcément les strigiformes, donc les rapaces nocturnes ou diurnes ou d'autres. N'hésitez pas à aller vous procurer ce petit ouvrage qui vous renseignera donc sur la phylogénie, l'histoire de la phylogénie des oiseaux. Voilà. Eh ben, on ira aller le voir avec plaisir. Faut que je lise ça. Écoute, aux éditions Lynx, on vous mettra évidemment le lien dans la description. Sophie, top. C'était un plaisir de parler de classification. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode un petit peu plus classique. Mais oui. En attendant, on te retrouve où ? Eh ben, comme d'habitude, les réseaux sociaux habituels, hein, Instagram, Twitter, @leplumeux, et puis la chaîne YouTube Entracte Science de temps en temps. Voilà. Exactement, et vous retrouvez bien évidemment le podcast sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast.
Je fais une petite parenthèse pour dire, et je l'espère quand même, que d'ici là, le problème de Internet Archive sera résolu. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas eu les différents épisodes précédents en podcast, et ben c'est justement parce qu'on a connu ce problème avec Archive. Mais voilà, dès que c'est résolu, vous aurez les épisodes évidemment en podcast comme à l'habitude. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.